Nous avons fait un tour et un détour des différents stratèges, non pas parce qu'on avait envie d'en parler, mais c'était pour vous montrer quelles sont nos méthodes de travail. Comment on fait ce qu'on appelle du benchmarking, c'est-à-dire voir ce que les autres font pour pouvoir adapter à nous. Nous avons un cas spécifique qui a déjà fait l'objet d'une certaine réflexion, mais nous vous apportons la différence dans la manière de traiter le sujet, de l'élaborer, de le présenter, de l'enrichir et surtout de passer de l'idée à la mise en œuvre. Ici, nous parlons précisément des champions nationaux. Au sein du cercle d'ingénierie stratégique, nous avons réfléchi sur la question et on s'est dit comment nous allons aborder ce problème. Pourquoi d'abord on s'autorise à traiter de cette question? Parce que notre rôle n'est pas seulement d'analyser, mais surtout de proposer des méthodes nouvelles au service de l'action publique. Alors, pourquoi? Parce que le Congo est au carrefour d'une évolution qui n'a peut-être pas été pensée ou qui est en voie d'être pensée. Mais nous y avons déjà pensé puisque nous nous installons dans une logique à 25 ans. C'est-à-dire, nous sommes toujours dans la grande réflexion du Congo en 2050. Alors, le Congo est en train de passer d'un état gestionnaire à un état stratège. Et cette transition s'opère en général autour de ce qu'on appelle des champions nationaux. Qu'est-ce qu'un État gestionnaire? C'est un État qui administre le présent. C'est un État qui assure le fonctionnement et répond aux urgences. Nous, on l'appelle en général un État pompier. Il a un horizon principalement opérationnel. L'État stratège, lui, il voit l'avenir, il définit la vision, il fixe les priorités, mobilise les acteurs et crée les conditions d'un développement durable. On commence à peine à parler des champions nationaux. Qu'est-ce que c'est? C'est des organismes publics, privés ou mixtes, identifiés par l'État comme stratégiques. On crée dans ces conditions donc durablement la valeur parce qu'on a envie, et de plus en plus on en parle, de la souveraineté économique. Quand le Covid est arrivé, on a parlé du bouclier sanitaire, de la souveraineté sanitaire, etc. Donc ce mot vient maintenant s'associer à l'économie et il n'y a pas de souveraineté économique sans un champion national. Alors, maintenant, le champion national, en général, il stimule l'innovation et ça permet au pays. Nous avons donc Dangote qui est l'exemple, qui a été qui a été décidé par un président visionnaire, qui a décidé, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'un champion national? C'est une entreprise ou une organisation congolaise capable de créer de la valeur de manière durable, de rayonner à l'international et de renforcer la souveraineté économique. Les 5 dimensions, nous avons la création de la valeur. Ce que c'est produire des biens et des services. Nous avons la souveraineté, c'est-à-dire renforcer l'indépendance économique. Pourquoi ce sujet arrive et on tient absolument à en parler? Parce que la ZLECAf, c'est dans quelques mois. On ne se rend même pas compte. Je n'ai pas dit dans quelques années, dans quelques mois. Parce que les zones économiques spéciales, ça fait près de 10 ans qu'on en parle, d'accord? Et donc, ce mélange, on se dit, bon, essayons de présenter la dimension. Nous avons donc l'innovation, parce que si on n'a pas des acteurs capables d'oser, d'inventer, d'adopter, c'est un peu difficile. L'influence, oui, quand vous avez une entreprise qui est capable d'avoir une grande raffinerie, justement, elle vient créer d'autres raffineries, d'autres usines chez vous. Ça s'appelle de l'influence. Et enfin, nous avons l'impact. Donc, un champion national, il crée de la valeur, il participe à la souveraineté économique, il participe aussi à l'innovation, et au final, ça devient donc l'innovation sociale congolaise, c'est-à-dire la capacité autonome et collective des peuples à produire leurs propres solutions face aux sollicitudes de leur environnement. Nous avons l'influence et nous avons aussi l'impact. Alors, pour créer tout ça, nous, au sein du cercle, on a conçu ce qu'on appelle la méthode Vitalis. La méthode Vitalis, vous allez voir comment on applique ça aux champions nationaux. Vitalis, c'est avoir une vision stratégique, voir loin. Et la vision stratégique, on se pose donc la question, quel champion pour le Congo de demain? Ça, c'est la vision. Nous avons donc la pensée systémique. La pensée systémique, c'est, bon, vous voulez créer des champions, quel est notre propre environnement?
vous avez dit oui à la ZLECAf, bon, qu'est-ce qu'on fait, quel est l'environnement, etc. La plupart des ministères fonctionnent ce qu'on appelle en silo. Comment les mettre en réseau de telle manière que l'écosystème des champions soit possible? Comment anticiper? Donc A, c'est l'anticipation. Quels sont les acteurs à identifier et les modèles d'avenir qu'on peut mettre en place? L, c'est aide à la décision. Comment on peut éclairer les décideurs avec des analyses rigoureuses? À ce moment, nous participons. Quelle influence, c'est-à-dire comment mobiliser les acteurs publics et privés? Le L, c'est le leadership stratégique, fédérer les énergies et créer des alliances. Le T, c'est l'impact durable, c'est-à-dire produire des résultats et durable et mesurable. Donc, c'est cette méthode qui nous permet, vous allez le voir de manière éclatante, d'aborder le problème et de passer de l'état gestionnaire à l'état stratège. Nous vous proposons aujourd'hui donc la méthode. Comment cette méthode s'effectue? D'abord, on ne peut pas parler de méthode sans doctrine. Et donc, toute transformation commence par la doctrine. Pour qu'il y ait la doctrine, il nous faut donc le cercle d'ingénierie stratégique, puisqu'elle participe à mettre en place ce qu'on appelle la rigueur analytique. Comprendre le réel, décrypter les défis et éclairer les choix. Il faut donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la vision, il faut donc produire cette vision, il faut produire donc la vision stratégique et aussi ce qu'on appelle l'intelligence prospective. Réfléchir plusieurs années avant que les phénomènes, les situations se produisent. D'accord? Donc, pourquoi une doctrine? Parce qu'une doctrine est transmissible. Elle est cessible et transmissible. Une doctrine fédère les forces vives autour d'une vision stratégique. Sans vision stratégique, vous ne pouvez pas communiquer, vous ne pouvez pas unifier, vous ne pouvez pas éclairer, vous ne pouvez pas fédérer autour. Donc, il faut d'abord une doctrine économique claire, partagée avec tout le monde pour qu'on puisse parler d'un état stratège. Ensuite, nous avons la boussole stratégique. Sans boussole, on se perd, on se distrait. Cette boussole, ça nous permet de définir notre essence, c'est-à-dire l'identité. J'ai posé une fois une question à quelqu'un, et je vais vous la poser aussi, vous verrez que vous aurez les mêmes difficultés. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut me définir ce que c'est l'identité congolaise? Vous verrez que vous allez me sortir 12 000 versions. C'est la difficulté que nous avons parce que l'essence même, nous avons du mal à produire ça. L'action n'a pas encore réussi à donner du sens. C'est le sens qui permet justement de définir l'identité profonde, nos valeurs et la mission. Le modèle économique. Comment créons-nous la richesse et la valeur pour notre nation? L'avenir, quel futur voulons-nous construire et quelles sont nos priorités? Le pilotage, comment gouverner, décider et suivre pour atteindre ça. Donc, avant d'agir, il faut savoir où aller. C'est pour ça que nous, lorsqu'on envisage de passer à l'action, on a toujours ce qu'on appelle la boussole stratégique qui tourne en général autour des 4 questions que je viens de vous décrypter. Comment serait la traduction opérationnelle de cette doctrine? Forcément, il faut 4 leviers pour transformer la vision en action. Il y a d'abord la communication. Suivez bien parce qu'après, ça va un peu se compliquer. Nous avons la communication. Il s'agit d'informer, de sensibiliser, de mobiliser. Ensuite, il faut avoir des structures. Donc, il y a toute une communication nationale autour des champions nationaux. Il y a les structures, mettre en place des instances et des dispositifs à concevoir, adapter pour porter et sécuriser la stratégie qui va être mise en œuvre. Sans méthode, on est aux antipodes, comme on dit. Donc, pour éviter d'être aux antipodes, on définit les processus, les outils et bonnes pratiques pour une mise en œuvre efficace. Enfin, quels moyens on va définir? Vous verrez que on va voir comment on met en place la communication, la structure, la méthode, etc. pour qu'on puisse avoir des résultats durables. Le développement des 4 axes. Comment nous allons développer ces 4 axes? Il y a la communication, la méthode, la structure, les moyens. À chaque fois, nous avons pourquoi, qui intervient, responsabilité, livrable. Je vous prends un exemple sur la méthode. Pourquoi? Travailler efficacement avec rigueur. Qui intervient? Des experts métiers, administration, institutions de contrôle, partenaires techniques. Les responsabilités, les définir les processus, outils et bonnes pratiques, et les livrables, les manuels, etc. À chaque fois, nous avons donc la question, les acteurs, les responsabilités et les livrables. Alors,
Comment se fait la gouvernance? Parce qu'on s'est rendu compte que l'écueil principal, c'est souvent au niveau de l'absence de doctrine pour pouvoir unifier, la communication fragile qui ne permet pas de mobiliser, mais surtout la gouvernance. Pourquoi on parle de gouvernance? Parce que sans ça, c'est complètement difficile. Nous commençons donc par, on pense que cette gouvernance se met en place grâce à un comité interministériel qui définit les orientations stratégiques, assure la cohérence et l'arbitrage entre ministères. Nous avons l'Assemblée générale qui va donc voter les lois et réformes, le contrôle de l'action du gouvernement et évaluer l'impact, la justice qui va garantir la sécurité juridique et la prévisibilité, la lutte contre la corruption qui assure le règlement équitable des litiges, puisqu'il va en avoir entre les guerres de compétences. Nous avons forcément les institutions bancaires et financières qui mobilisent les financements, accompagnent les entreprises et projets, partagent les données, les universités, parce qu'il ne faut pas parler de championnats nationaux si les universités ne participent pas à l'élaboration, à la traduction de cette vision de manière concrète. Donc les universités et les centres de recherche qui produisent et diffusent les connaissances, forment les talents et cadres nécessaires, le secteur privé qui va investir et créer la valeur, qui innove et améliore la compétitivité, et le centre d'ingénierie stratégique qui conçoit la doctrine et la méthode, anime et coordonne et facilite la mise en œuvre, évalue et capitalise et propose des améliorations. Donc, sur l'axe 1, je vous ai parlé de la communication. Comment nous, on met ça en œuvre? Pourquoi? On va commencer par créer ce qu'on appelle les assises nationales de l'industrie. Ça pour objectif d'organiser un dialogue inclusif et participatif avec tous les acteurs. Nous avons la mobilisation des acteurs. Il faut impliquer l'État, le secteur privé, la société civile. Vous connaissez bien tous ces éléments. La construction de la doctrine, puisque les assises vont faire remonter tous les besoins et toutes les informations en rapport. Les acteurs vont apporter l'expérience et la doctrine peut être maintenant cette symbiose de tous les éléments pour avoir une doctrine nationale d'industrialisation partagée et validée collectivement. Ensuite, une communication présidentielle et un plaidoyer qui permet un plaidoyer fort auprès des citoyens, des partenaires et des investisseurs nationaux et internationaux. Et enfin, une communication nationale et internationale, diffuser un récit national positif et cohérent pour valoriser le potentiel industriel du Congo qui est souvent, comme on le sait, le parent pauvre. Donc, en résumé, nous avons les assises nationales, la charte nationale de l'industrialisation adoptée, les plans de communication, les messages stratégiques, les tableaux de bord de visibilité pour suivre les différentes évolutions. Au niveau des structures, nous avons la question pourquoi et les objectifs, mais je vous ai parlé tout à l'heure donc du comité interministériel, du programme national industriel qui fait grandement défaut en général, du fonds national d'industrialisation qui manque pour pouvoir soutenir tout ça, l'école centrale des industries qui manque, l'agence nationale de sécurité économique qui manque, le centre national d'arbitrage qui manque, et enfin, le cadre juridique et réglementaire qui sera défini en rapport avec la montée en puissance des champions nationaux. Et les livrables attendus, il faut qu'il y ait des décrets, des lois, des institutions, de la gouvernance et de la cartographie des acteurs. Au niveau de la méthode, il faut une méthode claire pour que les sujets soient traités, l'élaboration se mette en place, etc. Nous avons donc, ça c'est une innovation du cercle, nous avons ce qu'on appelle un mandat 5 champions nationaux. Donc chaque mandat désigné et mandaté 5 champions nationaux dans le secteur prioritaire pour conduire la transformation industrielle. Programme national industriel, nous avons donc élaboré et exécuté un programme quinquennal d'industrialisation axé sur les champions nationaux, d'accord. La stratégie nationale de reconversion industrielle qui consistera donc à accélérer la transformation structurelle de l'économie vers des secteurs productifs et compétitifs. Les déclinaisons départementales, ça ne doit pas s'arrêter dans les grandes villes, puisque les départements ont leur atout qu'on valorise très peu. Il faut donc que ce plan ait une déclinaison, c'est-à-dire les champions nationaux et une déclinaison départementale, une communication fiscale et incitative, parce que ça, c'est le parent pauvre, d'accord. Déployer une politique fiscale attractive et des incitations ciblées pour stimuler l'investissement, mobiliser l'épargne nationale, parce qu'on peut
pas toujours attendre les investisseurs étrangers. Il y a la possibilité de mobiliser l'épargne nationale. Comment ça se fait? Nous, on a dit qu'il faut capitaliser l'épargne nationale vers le financement des projets industriels et prioritaires. Tout ça nécessite donc une organisation dont je vous ai parlé. Alors, les moyens. Toujours, on nous parle souvent des moyens. Nous, on a trouvé une réponse à ça. Il faut donc le Fonds national d'industrialisation, les recettes fiscales et parafiscales spécifiques, l'actionnariat national et partenariat, oui, parce qu'on peut activer l'actionnariat national, la diaspora aussi, qui peut être mobilisée, parce qu'on a créé, RIS, ici, chez nous, c'est le réseau des investisseurs, le réseau des investisseurs des Congolais de l'étranger et des transferts productifs. On pourrait aussi, comme ça a été le cas en France, puisque nous on fait ce qu'on appelle du benchmarking, comme ça a été en France, faire de l'amnistie fiscale, c'est-à-dire demander à certains d'encourager le rapatriement des capitaux et formaliser le secteur informel par des mesures incitatives, et enfin, revoir encore les partenaires financiers internationaux. Nous avons au niveau de la conclusion, pour ne pas abuser de votre temps, le véritable enjeu n'est pas de produire un champion national. Nous, on pense que le véritable enjeu est de produire un État capable d'en faire émerger plusieurs. Je vous remercie.